Bienvenue à l'Hebdo 4. Cette semaine à l'émission, on revient sur l'avenir du projet de SimAventure, hausse d'achalandage, mais diminution du financement des carrefours Jeunesse Emploi de la région. Vous avez un projet sportif, le financement vous attend. On revient sur le dernier conseil municipal de Chandler. 2 séances d'information juridiques sont à venir dans la région. On parlera bien sûr de chasse et du projet vers l'innovation. Bonne semaine tout le monde, ravi de vous retrouver. Ça a été une semaine mouvementée dans la région et on ne perd pas une minute. On plonge chez SimAventure qui se bute à un regroupement de riverains de la rivière Bonaventure afin d'aller de l'avant pour l'installation d'une tyrolienne au-dessus de la rivière Bonaventure. Le regroupement a demandé la modification du règlement de zonage d'une partie de la rivière, le faisant passer d'usage récréatif à résidentiel, ce qui empêcherait l'expansion d'entreprises. Et ça ne plaît pas à Jean-Claude Cyr, le directeur exécutif de SimAventure. Expliquez-moi le projet que vous avez actuellement chez SimAventure de 3,5 millions de dollars. Oui, c'est un projet qu'on a déposé à la ville de Bonaventure, je pense aux environs du 20 août. C'est un projet qui se déroule sur 5 ans, de maintenant, de 2017 jusqu'en 2022, en 4 phases. La première phase qu'on a réalisée cette année à peu près à 85 %, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un parcours aérien. C'est un peu le même type que les gens connaissent d'arbre en arbre, mais avec une structure métallique. La phase 2 qu'on commence à réaliser en 2018-2019, c'est la mise en place d'une tyrolienne, un peu comme celle de Percé, mais sur le dessus. Au-dessus de la rivière Bonaventure, au-dessus d'un secteur de la rivière le plus spectaculaire, qui est le Rapide Malin, où les gens vont se baigner l'été. Sim avait acquis déjà 2 terrains, un pour le départ du parcours, un de la tyrolienne, l'autre pour l'arrivée de la tyrolienne. Ça, c'était la phase 2 du projet. La phase 3, qui elle allait en 2019-2020, c'est la mise en place, la réalisation de 40 unités de camping additionnelles, 3 services pour l'hiver. Ça nous est beaucoup demandé. On a déjà 122 unités de camping, mais il nous manque vraiment des disponibilités pour des VR plus grands que ceux que nos terrains permettent actuellement. Et finalement, la 4e phase, qui elle était en 2021-2022, ça a l'air loin, mais le temps passe vite. C'est la mise en place d'hébergements 4 saisons. Ça aussi, ça nous est beaucoup demandé. Et pour nous, c'est important de tenter de prolonger autant que possible la saison touristique. De prolonger, la devancer au printemps et la finir plus tard à l'automne. Pourquoi les propriétaires se plaignent, selon vous, M. Cyr? Je dirais c'est sûr qu'il y a une certaine méfiance. Je dirais que c'est pas juste au niveau du bruit. L'impact visuel, peut-être. Les propriétaires contestent un peu l'impact visuel que ça peut avoir. C'est sûr qu'une tyrolienne, ça a un certain impact visuel, là. Et certains disent également le bruit. Le bruit, je dirais que c'est plus aléatoire. Il y a peut-être 1 ou 2 propriétaires qui ont des chances de déranger par le bruit, mais de la manière qu'est fait notre plan, comme tel pour la tyrolienne, en réalité, on dérange très peu de propriétaires sur le long de la rive. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent régulièrement « il se passe jamais rien dans notre région, c'est mort, il n'y a jamais de projet ». Et là, vous avez finalement le goût de développer le terrain, de développer la région touristique. Et là, vous butez à ces propriétaires-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Je trouve ça un peu dommage que les gens s'y opposent de façon si systématique, parce que nous, si on ne réalise pas le projet de tyrolienne, ça met également en veilleuse nos autres projets. Parce que nous, on vise vraiment à diversifier nos activités pour prolonger la saison touristique. Pourquoi on veut prolonger la saison touristique? Il y a deux raisons principales. On veut accorder plus de stabilité, plus de temps de travail à nos employés. SimAventure, c'était l'été dernier, c'est quand même 68 personnes qui travaillent à SimAventure. C'est quand même important. C'est difficile de garder nos employés lorsqu'on est juste ouvert sur une période de 14-16 semaines par année. Avec un projet comme la tyrolienne, la tyrolienne peut vraiment être faite 3 saisons. Ça n'a aucun problème. Et on vise également de l'hébergement 4 saisons. C'est pour pouvoir développer des activités hivernales. On vise ça principalement pour donner plus de stabilité à notre personnel en place, puis également pouvoir engager d'autres gens avec des conditions d'emploi plus alléchantes, plus intéressantes. Pas les engager sur 12-16 semaines, mais les engager à l'année. C'est la raison pour laquelle on visait principalement ce genre de développement.
Sugar Sammy disait dans l'un de ses spectacles d'humour que les rêves mourraient à Shawinigan. Si ça continue comme ça, est-ce que vous avez peur que ce soit à Bonaventure que les rêves meurent? Oui, effectivement, je trouve ça. J'ai une théorie qui est possible. C'est dommage parce que Simaventure, c'est un des fleurons de l'industrie touristique de la Gaspésie. L'année dernière, Simaventure a accueilli 71 000 clients. C'est pas négligeable du tout. Il y a 2 ans, lors de la remise des prix de la Chambre de commerce dans la Baie-des-Salaires, on disait qu'on visait à atteindre 100 000 clients année dans un espace de 5 ans, sur une durée de 5 ans. Ce qu'on pourrait atteindre si notre développement se réalise, ça c'est sûr. Cette nouvelle-là pas finir de faire des vagues puisque le regroupement de riverains doit tenir une autre séance en novembre prochain. Pour l'instant, les responsables de Simaventure nagent dans l'incertitude. Bien sûr, on suivra le dossier pour vous. Hausse d'achalandage, mais diminution de revenus. Voilà ce que vit actuellement les carrefours Jeunesse-Emploi de Bonaventure et Avignon depuis les 2 dernières années. Ils doivent vivre avec 50 000 $ en moins annuellement. Comment répondre à la demande? Eh bien, je suis allé directement au Carrefour Jeunesse-Emploi afin de répondre à mes questions. Vous avez une diminution du montant qui vous est octroyé et vous avez une augmentation des gens qui fréquentent le Carrefour Jeunesse-Emploi. Quel impact que ça a pour les clients? Pour les jeunes, c'est sûr que les efforts que l'équipe a déployés cette année, on a tout fait pour que ça ait le moins d'impact. On peut quand même dire que des fois, ça nous limite dans l'accompagnement spécialisé, que ce soit vers des problèmes de toxicomanie, de santé mentale ou même d'aide alimentaire. Historiquement, on se permettait d'accompagner ces jeunes-là. Donc, il a fallu réajuster le tir à ces niveaux-là et beaucoup aussi au niveau de la concertation, des partenariats. On était très présents dans plusieurs tables, très sollicités aussi. Donc, on a dû diminuer cette présence-là qui fait partie normalement des fondements d'un Carrefour Jeunesse-Emploi pour prioriser nettement les services directs auprès des jeunes. Fait que c'est un peu l'ajustement qu'on a fait. Puis malgré ça, malgré cette coupure-là qui date de 2 ans, on a réussi cette année à rejoindre 26 % de plus de jeunes. Donc, c'est quand même au prix des ajustements et, je dirais, de l'excellence de l'équipe de travail. Comment vous expliquez ça, la hausse de fréquentation ici au Carrefour? Bien, ce qu'on a observé cette année, il y a eu beaucoup plus de demandes de prédémarrage d'entreprises dans les 2 MRC, de mobilité internationale, beaucoup de jeunes qui veulent apprendre l'anglais en allant dans l'Ouest canadien ou encore faire des voyages de coopération internationale, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe. Ça aussi, il y a eu une hausse là-dessus, mais on avait déjà l'expertise. Et naturellement, beaucoup de support d'intervention psychosociale. Il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété au travail, qui vivent des stress et qui viennent consulter au Carrefour pour avoir de l'aide ou encore se réorienter parce que le milieu de travail ne correspond plus finalement à leur ambition. Parfait. Donc, le 50 000 $ que vous avez en moins, c'est étalé depuis 2 ans? C'est 50 000 par année depuis 2 ans, exactement. Okay. Alors là, l'impact que ça a, c'est sur le terrain ou la présence auprès des jeunes? Oui, la présence aussi auprès des partenaires, parce que vous savez qu'il y a eu les coupures des CLD, de la CRE, etc. On a été épargnés en partie avec une coupure au passage qui nous a obligés de redéployer les services autrement, sans pénaliser naturellement les jeunes, puisqu'on a eu cette hausse-là cette année. Probablement que la première année, on peut l'appeler, c'est une année de bouleversement, il ne faut pas se le cacher. La culture de travail était différente parce qu'à l'époque, on était financé à la mission, ce qui donnait beaucoup d'autonomie au Carrefour. Et présentement, depuis 2 ans, on est financé en achat de services par Emploi Québec. Est-ce que vous allez trouver une façon de combler ce 50 000 $-là? C'est très, très difficile. On ne parle pas de 3 ou 4 000 $. Jusqu'à présent, il y a quand même une autre nouvelle qui est arrivée le 1er janvier 2017, la politique jeunesse qui nous a été offerte par mandat, je dirais, et qui nous permet d'avoir un autre investissement, mais avec des priorités différentes. On parle d'implication bénévole chez les jeunes, on parle de projets comme le Grand Défi, les gens connaissent un peu le projet Grand Défi. On parle de volontariat, on parle aussi d'autonomie sociale. C'est peut-être le gros morceau de cette nouvelle politique-là, c'est-à-dire permettre à des jeunes qui sont ni à l'emploi, ni en formation, je dirais ni en mouvement à quelque part, de les rejoindre et de s'associer à eux pour réaliser des projets avec eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir?
50 000 de plus par année. Non, oui, qu'on le veuille ou pas, le financement détermine la capacité d'agir d'une organisation. Je vous dirais qu'on a une superbe équipe de travail qui, malgré cette coupure-là, a réussi à relever le défi. Mais quand on regarde l'expertise qu'il y a dans l'équipe de travail, si on avait un financement un peu plus équitable, même par rapport à l'ensemble de la région, ça serait assez étonnant ce qu'on pourrait faire. Peux-tu juste me dire la distance que vous avez à parcourir entre les deux centres, entre celui d'Avignon et Bonaventure? Ça me fait plaisir de te le dire. Le territoire va de Chigaouek à Saint-Alexis, les plateaux, c'est l'équivalent de Montréal-Québec. Donc, ça demande beaucoup de mobilité, beaucoup de polyvalence de la part des intervenantes, parce que je dis intervenantes parce qu'il y a beaucoup plus d'intervenantes que d'intervenants, malheureusement. On aimerait bien avoir plus d'intervenants, mais on n'en a pas. Mais tout ça pour dire que c'est du temps d'inertie professionnelle. Les gens sont sur la route pour rejoindre les jeunes, puis c'est tout du temps qui est moins efficient par rapport à l'intervention auprès des jeunes, mais ça fait partie de notre réalité territoriale. Ça ne semble pas être considéré, je dirais, au niveau du gouvernement du Québec. Vous avez un projet sportif en tête que vous aimeriez développer, vous pouvez dès maintenant là, déposer votre demande afin de profiter d'une aide financière en collaboration avec l'Unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ève Bourget nous résume les 5 programmes disponibles. En fait, nos programmes de soutien financier s'adressent aux membres de l'URLS. Donc, nos partenaires à l'URLS, ce sont les commissions scolaires d'abord, les municipalités, puis les associations de loisirs et de sport. Donc, quand on parle d'associations de loisirs et de sport, si les associations ont payé leurs cotisations pour cette année, tous les clubs de cette association-là sont admissibles à nos programmes de soutien financier. Pouvez-vous nous parler un petit peu des 5 programmes? Bien sûr! En ce moment, nos programmes en cours, on a intégration, loisirs et sport. Ce programme-là vise l'intégration des personnes vivant avec un handicap dans des activités de loisirs ou de sport. Donc, ça peut être, par exemple, un cours d'aquaforme adapté qui est mis sur pied dans une municipalité, ou ça peut être aussi des activités qui sont réalisées essentiellement pour les personnes handicapées. On a ensuite le programme Développement, loisirs et sports. Bon, le nom le dit. L'objectif, c'est de développer des loisirs et des sports dans la région. Alors, un club sportif, une municipalité, une école secondaire qui voudrait mettre sur pied une activité de loisirs et de sport, il y a des fonds qui sont disponibles ici à l'URLS pour les soutenir. Ensuite, on a le programme Soutien à la formation, qui est un programme qui vise à aider les intervenants en loisirs et en sport qui voudraient suivre une formation, par exemple à l'extérieur, mais qui n'auraient pas nécessairement les moyens d'aller suivre cette formation-là. Nous, on peut leur amener un petit coup de pouce financier pour les amener à suivre la formation. Par la suite, les 2 prochains programmes s'adressent surtout à une clientèle de clubs sportifs. Donc, on a le programme Mes premiers jeux, qui est géré en collaboration avec Sport Québec. Ce programme-là, en gros, c'est qu'on offre un soutien financier de 250 $ à un club qui voudrait initier des jeunes, entre 6 et 12 ans, à une activité sportive. Un des seuls critères, je vous dirais, c'est qu'il faut que le sport soit un sport fédéré et reconnu par Sport Québec. Ensuite de ça, on a le programme Soutien aux clubs sportifs, qui s'adresse lui aussi aux clubs sportifs, puis qui vise le développement des clubs dans la région. Donc, un club qui voudrait faire la promotion de ses activités, qui voudrait aller chercher des nouveaux membres, qui voudrait que ses membres se rendent à des compétitions, pourrait déposer dans ce programme-là pour avoir un soutien. Puis, y a-t-il des dates limites communes à tous les programmes ou Oui, chacun leur... En fait, les 3 premiers programmes présentés sont en entrée continue, donc les gens peuvent déposer un peu n'importe quand dans l'année. Par contre, les 2 derniers programmes, Mes premiers jeux et Soutien au club sportif, ont des dates limites qui s'en viennent à grands pas. Mes premiers jeux, la date limite est le 12 octobre, puis Soutien au club sportif, c'est le 18 octobre. Les personnes intéressées à s'inscrire, ils communiquent avec vous comment? En fait, ils peuvent consulter notre site Internet qui est le www.urlsgym.com. Tous nos programmes sont disponibles en ligne, donc ils peuvent remplir le formulaire, consulter le programme en ligne. Puis, les gens qui auraient des questions peuvent communiquer avec nous par téléphone
au 418-388-2121 ou encore par courriel à la personne ressource. Le courriel est indiqué sur chaque page de programme là, sur notre site Internet. Chaque année, l'URLS remet autour de 129 000 $ dans la région via nos programmes de soutien financier. Comme chaque premier lundi du mois, se tenait le conseil municipal de Ville-Chandler et les élus municipaux ont dévoilé les statistiques sur la dernière saison touristique de Chandler. On vous présente un résumé avec Roch Giroux. Des statistiques maintenant intéressantes concernant le tourisme. La saison 2017 a été exceptionnelle. Nous avons eu une augmentation de 6,7 % comparativement à l'an passé, qui était déjà elle-même exceptionnelle. Comparativement à 2015, nous avons eu une augmentation de 69,7 % en 2017. D'ailleurs, au niveau des visiteurs, en 2015, au niveau du bureau d'accueil touristique, 5 700 visiteurs. En 2016, 9 070 visiteurs. Et en 2017, 9 675 visiteurs. Les changements, qu'est-ce qui explique un peu ça? Les changements à l'intérieur du bureau d'accueil touristique ont aidé à améliorer la qualité du service à la clientèle. Nous avons eu également beaucoup de commentaires positifs à propos de la propreté, de l'accueil et du dévouement des préposés. Les clients trouvaient les lieux vraiment chaleureux. Pendant un mois, nous avons cherché des lieux d'hébergement pour les touristes comparativement à 10 jours l'an passé. Les hébergements affichaient complets partout. Nous avons encore beaucoup de demandes à propos du circuit des bâtisseurs. À partir des postes Internet, nous avons fait également beaucoup de réservations pour Nova Lumina. Il nous reste qu'à travailler le dossier d'agrandissement du bureau d'accueil touristique et du deuxième stationnement qui aiderait à recevoir une plus grande clientèle. C'est un projet sur lequel on travaille actuellement. On retourne dans la baie des Chaleurs alors que le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel tiendra 2 soirées d'information juridique gratuites les 19 octobre à leurs locaux de Passepébiac ainsi que le 10 novembre au Centre Bonaventure. Les 2 soirées traiteront de testament, également les mandats de protection ainsi que les soins de fin de vie. On en parle avec Marie-Ève Poirier. Prochainement, Marie-Ève, il y a une séance d'information juridique qui est gratuite pour les gens. Oui, une séance d'information, c'est 2 fois par année. Moi, j'ai 2 chapeaux ici au Centre d'action bénévole. Le petit bonheur d'un premier temps, mais aussi le carrefour d'information pour aînés, à un jour semaine, tous les jeudis. Évidemment, je suis ici les autres jours, donc je peux accueillir une demande les autres journées quand même. Mais pour une question d'être tous les carrefours d'information pour aînés en même temps, on se donne le jeudi pour pouvoir communiquer ensemble puis se partager des informations puis tout ça. Dans l'année, 2 fois par année, on organise des séances publiques d'information, gratuites, bien entendu. Ça s'adresse aux aînés ou à leurs proches, à leur famille. Ça a lieu à différents endroits sur le territoire. Nous, on prend un sujet qui concerne et qui intéresse bien évidemment, les aînés et leurs proches. Puis moi, je suis la personne qui va organiser ça, mais je ne suis pas du tout l'experte qui va venir parler du sujet. Donc, moi, je trouve un expert, une personne qui a des connaissances, qui fait ça de façon professionnelle dans la vie, qui va venir ici, puis qui va donner une formation, une mini-conférence sur un sujet qui intéresse les aînés sur le territoire. Il y a déjà eu des rencontres pour parler des services à domicile, pour parler des droits de la protection des consommateurs, pour parler de comment faire pour protéger nos avoirs à la caisse, à la banque, comment faire quand on a quelqu'un qui veut nous solliciter au téléphone ou par Internet, comment se protéger sur ces choses-là. Il y a eu différentes conférences comme ça. Celle-ci, c'est une juriste qui va venir du Centre de justice de proximité, qui est situé à Chandler, mais qui fait toute la Gaspésie puis les îles. Cette juriste-là va venir nous parler cette fois-ci d'un sujet qui est vraiment important. Les mandats de protection, qu'on appelait autrefois les mandats d'inaptitude, les testaments, toutes les sortes de testaments, quelle forme ça peut prendre, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Toutes les lois aussi puis les décisions qu'on peut prendre relatives à nos soins de fin de vie. Parce que préparer tout ça, ça ne rend pas malade, ça ne fait pas mourir, mais c'est vraiment important de posséder ça. Elle va venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe si on ne les a pas, qui va décider à notre place, comment on peut faire pour le faire dans un bon temps, d'une bonne façon. Et puis, il va y en avoir 2 des séances d'information comme ça prochainement. La toute prochaine, elle est le 19 octobre, ici au Centre d'action bénévole à Passepébiac, à 13h.
Les gens, s'ils veulent venir, ils ont simplement à appeler au Centre d'action bénévole et puis ils donnent leur nom et c'est tout. L'autre qui va avoir un petit peu plus tard, elle va avoir lieu le 10 novembre à 13h également au Centre Bonaventure à Bonaventure. Le même sujet, la même personne qui vient, le même endroit pour s'inscrire, mais 2 dates différentes, 2 endroits différents pour permettre à tout le monde de venir. Donc, bienvenue. Puis les gens, faut-tu qu'ils s'inscrivent beaucoup Faut qu'ils s'inscrivent. Bien, beaucoup d'avance. En fait, moi, j'ai besoin de savoir qui va être là pour préparer, 1, la salle et 2, la collation. Parce qu'on va offrir un petit lunch là, lors de la pause. Et puis, ça me donne une meilleure idée. Si on a des documents à rendre disponibles pour les gens, je veux savoir combien de copies faire. Puis, c'est juste pour se préparer. La chasse est officiellement débutée. Vous êtes plusieurs chasseurs, chasseuses à nous regarder. Et c'est toujours bon d'avoir des conseils, des consignes de chasse. Et on est allé à la rencontre de Gilles Poirier de l'Association sportive Chasse et Pêche Baie des Chaleurs. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi, en gros, l'association sportive Chasse et Pêche? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? C'est conscientiser nos membres au respect des règlements, du civisme entre les chasseurs, le civisme envers le public et d'assurer la relève avec nos jeunes. Leur montrer que si on veut qu'il leur reste du gibier ou des lacs à exploiter, on doit laisser la nature et la préserver. Sinon, il n'y aura rien qui va subsister pour vos enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'on respecte les règlements, le civisme est de mise, et à ce moment-là, c'est montrer à nos jeunes, vous les amenez avec vous autres à la chasse, vous les amenez à la pêche, et vous leur montrez les bonnes manières, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Ça fait que ce que je souhaite, c'est que cette année, la chasse soit très bonne pour tous et chacun, et qu'on ne déplore pas d'accidents. Encore aujourd'hui, en 2017, le braconnage est encore un problème majeur. Oui, c'est encore le braconnage est un problème majeur et j'espère que on n'a pas tous les gardes-chasse qu'on devrait avoir. Ça fait que il s'agit les gens qui doivent essayer de les aider à faire leur travail. Pas dire, regarde, les gardes-chasse, ils sont là, ils sont pas là, ils font rien. Non, ils font beaucoup de choses avec le peu de moyens qu'ils ont à leur disposition. C'est sûr que les effectifs sont moindres qu'ils ont déjà été. Ça fait qu'un petit coup de main, ça fait pas de tort, puis c'est pour vous tous. Ça fait que soyez vigilants et essayez autant que possible d'avoir un effort sur la conservation de nos espèces. S'il y a des personnes qui veulent faire partie, qui veulent devenir membres, de quelle façon ils peuvent le faire? Tous ceux qui veulent devenir membres peuvent aller sur le site de l'Association de chasse et pêche Baie des Chaleurs. La carte de membre est seulement 5 $. Ça fait que vous allez avoir tous les renseignements sur Internet. Ou vous pouvez me contacter au 418-534-3169 ou mon cellulaire 392-3628 ou Roger Hort au 752-3330. C'est le bureau qu'on a à Passepébiac. Ça fait que le bureau chef présentement est là. Ça fait que c'est facile de nous rejoindre. Alors, je vous souhaite bonne chasse, soyez prudents et nous, on continue de chasser la nouvelle. On se déplace au centre de tri de Grande-Rivière alors que le centre de tri participera au projet pilote vers l'innovation, le projet qui est initié par Éco-Entreprise Québec pour résoudre la problématique nationale de recyclage du verre et on en parle avec Nathalie Drapeau. Le centre de tri de Grande-Rivière fut implanté en 1998. C'est environ 4000 tonnes de matière recyclable qui est récupérée chaque année. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie? En fait, la Régie, c'est l'organisme qui a été créé en 1998 par les partenaires qui sont la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé. La Régie est notamment propriétaire du centre de tri, ici, des matières recyclables, et du lieu d'enfouissement technique de Gaspé pour les déchets. Le verre est une matière problématique pour l'ensemble des centres de tri au Québec. Au centre de tri de Grande-Rivière, une solution existe. Vous avez un projet pilote, ça s'appelle Vers l'innovation. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, en fait, le plan vert innovation qui a été mis sur pied par Éco-entreprise Québec visait à offrir d'autres avenues pour le verre. Donc, il y a eu des périodes là, dans l'histoire des matières recyclables où le verre avait peu de débouchés. Et donc, l'équipement, donc ce projet-là permet de fournir des équipements à des centres de tri qui ont été sélectionnés pour transformer le verre localement. Alors, nous, autrement dit, c'est que nous, le verre, avant, quand on le triait sur la chaîne de tri, le verre était mis dans des conteneurs, ça s'en allait vers les grands centres et ça coûtait comme 4 000 $ de transport. Maintenant, ce verre-là, bien, on le transforme ici avec la nouvelle chaîne d'équipement. On le transforme ici pour le réutiliser ici. C'est vraiment dans le secteur de la MRC Rocher-Percé. MRC Rocher-Percé et jusqu'à Ville de Gaspé, parce qu'en fait, le centre de tri ici dessert tout le territoire de la MRC du Rocher-Percé, ainsi que la Ville de Gaspé et la Ville de Murdochville. OK, d'accord. Puis, qui a eu l'idée, en fait? Bien, c'est un projet, en fait, qui est né... il y a eu une première vague, là, je vous dirais, il y a à peu près 3-4 ans. J'avais assisté à une conférence et celui qui proposait la technologie Crystalline, là, qui, en fait, le verre, quand elle passe par cette bidule-là, le verre est implosé et ça forme du verre en petites granules, si on veut, pas coupantes. Donc, il y a 3-4 ans, j'avais vu cette technologie-là, ça m'avait beaucoup allumé. J'avais été voir ce fournisseur-là, j'avais dit « Ah, j'aimerais ça qu'on ait ça chez nous ». Et donc, il y a eu une petite pause parce que c'est long, monter des projets comme ça. Et Éco-entreprise Québec a mis sur pied, il y a 2 ans à peu près, un programme qui s'appelle Plan vert innovation, sur lequel on pouvait appliquer. Alors, moi, j'ai déposé une demande de projet et le centre de tri de Grande-Rivière a été retenu comme un des 5 projets au Québec. Moi, je tiens à dire, là, le verre ici n'a jamais été enfoui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a accumulé et on l'envoyait dans certains centres quand on avait le temps. C'est très important que les citoyens participent au bac bleu. S'ils ont des questions, des fois on doute, hein, on se dit « Ah, cette matière-là, est-ce que c'est recyclable? » Appelez-nous, allez voir sur le site Internet, parce que la matière recyclable, on lui trouve une deuxième vie. Elle est recyclée, elle vaut de l'argent pour la plupart du temps. Alors, c'est très important d'utiliser le bac bleu, c'est très important de mettre les bouteilles de verre, les pots de verre dans le bac bleu. Et si vous avez des doutes, des questions, appelez-nous plutôt que de dire « ben ah, je suis pas certain, je vais mettre ça dans le bac à déchets ». Non, appelez-nous, allez voir sur le site. Comme ça, on va pouvoir augmenter là, les quantités qui sont dirigées vers la chaîne de recyclage. Le recyclage permet de protéger les ressources, de réduire les déchets, de protéger la nature, d'économiser les matières premières et en plus, de créer des emplois. Si vous avez de l'information à nous transmettre, bien, gardez pas ça pour vous autres. Je vous invite à le faire via la page Facebook de Télévague, par courriel ainsi que par téléphone. Et c'est d'ailleurs ces moyens que vous pouvez prendre afin de nous transmettre votre candidature. Si vous avez décidé de vous impliquer au sein de votre conseil municipal, eh bien, vous avez jusqu'au 15 octobre prochain pour nous faire parvenir vos coordonnées, un petit courriel, puisque Télévague vous présentera là, une émission spéciale sur les élections municipales au cours des prochaines semaines. Là-dessus, merci d'avoir été du rendez-vous et soyez des nôtres la semaine prochaine. Salut!